Je connais le projet de loi, je l'ai étudié. Nous allons y réfléchir. Si je pense que la Russie ne conclura pas d'accord et n'arrêtera pas l'effusion de sang, je disais 5 ou 6 soldats tués par semaine, mais maintenant c'est plus. C'est 1000 soldats tués par semaine. Et des civils sont tués, pas seulement des soldats. Il y a des gens qui sont tués. Oui, je l'utiliserai si c'est nécessaire. Et ils me font vraiment pencher vers cette option. Essayez-vous de faire en sorte que le Sénat adoucisse le projet de loi? Non. Je n'en ai rien dit. Ils ont un projet de loi qui ne va dépendre que de moi. C'est mon choix. Ils s'y sont faits. Et ils gagneraient beaucoup de temps si cela se produisait. Je n'ai pas encore pris de décision. C'est un projet de loi très solide. Alors, on a bien entendu ce que disait Donald Trump, plus orange que jamais, j'ai l'impression. Pardon, ça nous a fait marron, mais... orange, marron sur ce plateau, un peu comme notre décor derrière, pardon. Mais Gallagher Fenwick, donc, si je comprends bien, est-ce que la Maison-Blanche va arriver à ses fins? Donc, la Maison-Blanche, ce qu'elle souhaite, c'est affaiblir ce projet, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'aboutisse pas, en permettant à Donald Trump, et il le dit, là, du bout des lèvres dans son avion, permettant à Donald Trump personnellement de décider qui serait sanctionné et quoi serait sanctionné. Expliquez-nous comment c'est possible dans un projet de loi. Je vous réponds. Avant ça, j'ouvre une toute petite parenthèse. Donald Trump plus orange que jamais, mais plus disponible et accessible que jamais. Et ça, moi, je goûte peu le personnage, mais il faut le reconnaître. Vous le trouvez plus accessible que d'habitude? À l'endroit de la presse, d'une manière générale. Alors, il y a les avec Associated Press, qui d'ailleurs vient de perdre un appel. Donc, vous savez, il est très sélectif, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que Donald Trump pense. Il n'arrête pas de communiquer. C'est vrai. À deux bémols près, c'est que il change souvent d'avis et que deuxièmement, il a toujours beaucoup parlé. Ça ne dit pas forcément beaucoup plus de son avis sur le long terme. Il y a quand même un contraste avec l'administration précédente. Si on peut compter sur les doigts d'une main les conférences de presse de... Oui, là c'est l'inverse. On est submergé par les paroles de Donald Trump. Maintenant, expliquez-nous ce qui concerne ce projet de loi. Sur le projet de loi. En fait, il y a un article très fouillé du Wall Street Journal dans lequel ils expliquent qu'il y a des négociations, c'est pas vraiment une surprise, c'est classique, en coulisses entre donc le chef de l'exécutif Donald Trump et ce fameux sénateur pro-ukrainien Lindsey Graham, qui est très déterminé sur cette question. Il a 82 sénateurs, c'est rarissime. Ils sont en faveur. Ce congrès, c'est bipartisan, avec Richard Blumenthal pour les donc les deux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, ensemble. Qui sont d'accord, qui veulent y aller, 500% de sanctions, et ils sont prêts à aller dans un niveau de granularité très impressionnant, c'est-à-dire de faire attention à ce que des pays qui fournissent de l'aide, par exemple, en Ukraine, et qui pourraient commercer, je ne sais pas trop comment, peut-être nous, par exemple, quand on importe encore du GNL de la Russie, qu'on ne soit pas sous la coupe de ces sanctions. Donc voilà, c'est le premier sujet. L'autre, si vous voulez, c'est que Donald Trump est en train de leur dire, écoutez, moi, je suis le chef de l'exécutif. De par la Constitution, c'est moi qui conduis la politique étrangère, la diplomatie de notre pays. Or, le projet que vous présentez en l'état ne va pas dans le sens de ma manière de gérer ce conflit. Donc, Lindsey Graham dit, écoutez, on est prêt à discuter. À un moment, il va y avoir un rapport de force. Parce qu'ils ont tellement, j'en termine par là, réussi à recueillir de voix à la fois au Sénat et à la Chambre, parce que le projet va retourner à la Chambre, qui a la possibilité d'outrepasser 2 tiers, le veto éventuel du président. Donc, Elisabeth Shepard, est-ce que donc la Maison-Blanche va réussir à faire capoter ce projet? Alors, je pense que... On parle de dans combien de temps, là? Alors, ça va se faire quand? Ce qu'il peut faire, et dans l'immédiat, je pense que ce qu'il va essayer de faire, c'est de le ralentir. Juste pour rappel, il y a 100 sénateurs, donc 82 sur 100, c'est quand même très important, c'est hyper important. Mais notamment dans la chambre basse, il a Mike Johnson. Et Mike Johnson est le bon petit toutou du président. C'est le président de la Chambre. C'est le président de la Chambre, mais qui est aussi assez loyal à président Trump et il faut ne pas oublier qu'il y a beaucoup de discussions. Et quand Gallagher dit il peut demander par exemple des ajustements, il peut passer par les républicains pour demander des précisions, des changements. Donc ralentir le processus, d'accord. Pour que ça soit en fait moins efficace. Et puis à la fin, quand on ne vote pas tout de suite, quand on repousse la vote. Et c'est ça le plus grand danger. Alors, il y a une autre technique, il peut aussi, et ça c'est très vicieux, insister pour du changement de langage. Par exemple, ce que j'allais dire. Modifier les termes. C'est-à-dire qu'en fait là, on passe d'un verbe à un autre, mais ça peut tout changer. Par exemple, on doit passer de devoir à peut, ce qui donnerait du coup doit appliquer des sanctions à
peut appliquer les sanctions. Oui, dans ces cas-là, la sémantique change absolument tout. Oui. Et c'est ce qu'il va faire. Vous pensez que c'est ce qu'il va faire? Alors, c'est peut-être ce qu'il est en train d'essayer de faire. Bon. Et s'il transforme devoir en pouvoir, là, on a... Ludmila, est-ce que ce projet de loi, c'est très important pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est capital, et est-ce que justement on est en train d'assister une fois de plus à un énième freinage de la part de Donald Trump? Si aujourd'hui vous demandez le pouvoir ou les représentants du pouvoir ukrainien quelles sont les actions très concrètes que l'Occident devrait faire pour mener un cessez-le-feu, première, ce sera sanctions. Sanctions des États-Unis avec les Européens. Aujourd'hui, encore une fois, on voit qu'il y a une vraie possibilité très concrète avec cette vote bipartisane et ce consensus que Donald Trump peut détruire, ralentir au moins ou rendre les choses qui devraient être une obligation, quelque chose comme optionnel, ce qui en fait enlève tout le pouvoir de faire sanctionner quelqu'un. Alors c'est un vrai problème qui persiste parce que on croit plus à ce que Trump dit et on voit qu'il persiste dans cette illusion de pouvoir amener Poutine avec lui dans cette discussion de reprise de relations commerciales et que Poutine va finalement céder et comprendre qu'il faut arrêter pendant un petit peu le temps que Trump est au pouvoir. Et après, il va pouvoir continuer sa guerre. Mais vraiment, je pense qu'il mise sur ça. Aujourd'hui, franchement, moi, je voudrais bien croire et voir ces sanctions être votées. Oui. Moi, j'ai très peu d'espoir que ça va être fait. Justement, ce fameux Lindsey Graham, qui est donc le sénateur républicain de la aussi, Caroline du Nord. Lui, donc, on l'a dit, il est sud, absolument. Sud, vous avez complètement raison. C'est votre état d'origine, on ne peut pas se tromper. On peut pas lutter. Elisabeth. Cet homme est donc, on l'a dit, fermement opposé à la Russie. Et pour lui, les sanctions, c'est globalement le seul outil qui va vraiment marcher. Écoutez ce qu'il disait à ce propos. Depuis le premier jour, le président Trump veut mettre fin au bain de sang, à la guerre en Ukraine. Il essaie de charmer Poutine. J'ai travaillé avec l'administration sur les sanctions, avec le sénateur Blumenthal, mon collègue démocrate. Nous avons 41 républicains, 41 démocrates. Ce projet de loi imposera des restrictions à la Chine, à l'Inde et à tous les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe. Je pense que ce projet de loi donnera au président Trump tous les moyens dont il a besoin pour amener Poutine à la table des négociations. Donc ça, c'était la semaine dernière au micro de Darius Rochebin. Mais justement, Sylvie Berman, on peut se dire qu'en effet, tout ce qu'il dit est louable et que c'est une bonne idée, sauf que pourquoi Donald Trump n'est pas d'accord? Eh bien parce qu'apparemment, là encore, il privilégierait de dialoguer plutôt avec Poutine que d'appliquer tout de suite des sanctions trop fermes. C'est un parti pris qui a jusque-là pas beaucoup marché. Oui, tout à fait. C'est ce que Ludmila Totieva vient de dire, c'est qu'il mise effectivement sur cette possibilité de convaincre Vladimir Poutine, donc il n'est pas prêt à mettre des sanctions. Maintenant, ça, c'est sur effectivement la forme. Maintenant, sur le fond des sanctions, 500%, alors qu'il y a eu des débats sur les tarifs et que les Chinois, les droits de douane, pardon, en bon français, exactement. Et que en fait les Chinois avaient répliqué et que Donald Trump avait dû baisser le montant. Donc 500%, c'est évidemment énorme. Et si on se souvient de la réunion des BRICS à Kazan, ce qu'ils veulent, c'est une zone exempte de sanctions et ils veulent une dédollarisation du monde. Donc les conséquences dans le sud global risque d'être assez terrible parce que justement est visé la Chine, c'est une chose, l'Inde, le Brésil et d'autres pays. Donc ça risque d'aboutir, si c'est mis en œuvre, aussi dans l'avenir, pas maintenant parce que les pays pourront rien faire, mais à l'avenir, effectivement, une tentative de dédollarisation de l'économie mondiale. Vous vous souvenez tous de l'opération Toile d'araignée, cette opération militaire ukrainienne il y a quelques jours, dimanche dernier, qui a pris pour cible des aéroports dans la profondeur russe. Eh bien, s'il nous fallait une preuve supplémentaire de l'ambiguïté du président américain Donald Trump par rapport à la Russie dans son conflit avec l'Ukraine, écoutons ce qu'il a dit tard hier soir, une fois de plus, à bord de son fameux avion Air Force One. Les Ukrainiens ont donné à Poutine une raison d'aller bombarder avec agressivité la nuit dernière. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, et voilà, c'est parti pour les frappes.
Ludmila Toteva, là, il faut faire une explication de texte. Donc, Donald Trump dit que les Ukrainiens ont donné une occasion à Vladimir Poutine de les bombarder. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je pense qu'il voulait constater le fait que cette attaque que l'Ukraine a menée, elle va tout de suite attirer le feu, soi-disant, de la riposte russe et la riposte russe. Et en plus de ça, Trump, il y a quelques jours, a rapporté, lui, personnellement, après avoir été au téléphone avec Poutine, que, voilà, j'ai parlé avec le président Poutine, le call a duré tel nombre de minutes, 1h30. Et alors, il a dit qu'il va riposter pour ce que les Ukrainiens ont fait. Bon, et ça, c'était avant que Kremlin dise quoi que ce soit. Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, les États-Unis, ils sont pas du tout dans la position d'un allié. Ils sont dans une position, avec Donald Trump, d'un intermédiaire, soi-disant neutre. C'est ce qu'ils veulent prétendre d'être. Et ça, c'est tout le problématique, parce que c'est la seule position dans laquelle Trump pourrait continuer de dialoguer avec Poutine. Et finalement, moi je trouve, c'est sa priorité, dialoguer avec Poutine pour pouvoir revenir à la normale dans le commerce, mais aussi l'entraîner sur le cessez-le-feu potentiel en Ukraine. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas déjà depuis 3 mois ou 4 mois. Et que cette constatation du fait que Trump il est impuissant face à Poutine depuis un petit moment, et que tous les efforts jusqu'aujourd'hui n'en mènent à rien. Et il change pas. Impuissant, ça veut dire quoi ? Impuissant, ça veut dire qu'en fait, il est d'accord avec lui. Impuissant, c'est-à-dire qu'il a promis un cessez-le-feu. Et qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pendant déjà 90 jours. Hein. Ça va être déjà très, très, très dramatique pour lui. Je pense qu'il veut avoir une sorte de quick win, une victoire, mais c'est pas là qu'il va l'avoir. Et il tourne vers d'autres terrains de problème ou de guerre. Oui, il se détourne de ce problème-là. Et le problème pour les Ukrainiens, que les États-Unis qu'on avait comme alliés, ils sont plus là. Ils sont plus là. Et il faut juste faire avec Trump, qui se met dans cette position-là d'intermédiaire, soi-disant neutre, et qui ne veut pas vraiment aider l'Ukraine parce qu'il veut être avec Poutine. Général Richoux, est-ce que les Américains, comme dit Ludmila Toteva, ne sont plus là ? Ne sont plus en Ukraine. Oui, ils sont plus là, mais je trouve que la position de Trump est de plus en plus troublante. En fait, il a sanctionné les Ukrainiens immédiatement. Ça fait plusieurs fois, peut-être 3-4 fois, qu'il a dit qu'il allait sanctionner Poutine. Il va pas tarder à sanctionner Poutine. Retenez-moi, je fais un malheur. Ça va pas tarder à arriver. Et il se passe toujours rien. Quand Poutine bombarde l'Ukraine tous les jours, parce qu'en fait, ça a pas changé. C'est absolument tous les jours. C'est des salves de 300-400 missiles, drones tous les jours. Il a jamais dit Vladimir, ça va donner un prétexte aux Ukrainiens pour bombarder la Russie. Oui. Alors, dès que c'est les Ukrainiens qui ripostent, c'est quasiment des fauteurs de guerre. Oui. Véritablement, il y a vraiment quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Moi, les histoires économiques... Ça finit par vous choquer. Ça me choque. Alors, moi, je disais, les États-Unis défendent leur position, ils ne sont pas intéressés par la guerre, ils partent ailleurs, il y a la Chine, etc. Mais aujourd'hui, j'arrive à me demander si effectivement Poutine n'est pas tenu par autre chose pour prendre si Trump n'est pas tenu par Poutine, si Trump n'est pas tenu par autre chose pour prendre le parti russe en permanence comme il le fait, c'est vraiment assez troublant en fait. Aurélien Duchesne, dans ce qu'on vient d'entendre de la part de Donald Trump, on entend quand même que globalement c'est un aveu d'échec d'un côté parce qu'il dit que ce que décide Vladimir Poutine, il n'est pas d'accord mais qu'il ne peut pas l'empêcher, et aussi que cette attaque ukrainienne, il n'a pas été informé, qu'il n'a pas eu son mot à dire, et surtout qu'il reconnaît que c'est badass, je cite, que c'est balèze, mais qu'il ne peut rien faire. Si ça avait été de son fait, il aurait demandé à l'Ukraine de ne pas le faire. En fait, il n'a de prise sur rien aujourd'hui. Ni d'un côté, ni de l'autre. Exactement. Il donne l'impression dans ce genre de développement rhétorique de commencer à laisser pourrir le sujet pour mieux le quitter. Parce que quand vous mettez cette déclaration en relation avec ces derniers jours, la comparaison par Trump du fait que cette guerre en Ukraine serait 2 gosses qui se battent dans un parc, ou quand il a laissé entendre qu'il pourrait sanctionner la Russie, puis en fait les deux, et les Russes et les Ukrainiens, c'est les négociations n'avancent pas. Là, on a l'impression qu'il est en train non seulement de donner l'impression qu'effectivement le conflit s'éternise et que plus personne n'a de prise dessus. Tout ça, ça me rappelle au fond un peu Marco Rubio, qui nous avait vendu quelques semaines, donc l'équivalent américain du ministre des Affaires étrangères, qui nous avait vendu pendant plusieurs semaines l'idée que les États-Unis pourraient se retirer des négociations. C'était, au bout d'un moment, le cas. Ils ont mis leurs menaces à exécution. J'ai l'impression que le Trump, c'est ça.